Pourquoi les idées se font-elles rares? A priori, une sportive de haut niveau sait toujours comment courir, même si elle a passé une mauvaise nuit. Pourquoi c'est différent pour un artiste? Et d'où vient ce fameux syndrome de la page blanche? La théorie de la créativité qui me parle le plus est celle de la pensée divergente et de la pensée convergente. Et pour vous expliquer un peu mieux ce que c'est, on va faire un petit jeu. Et oui, si vous avez vu mon portfolio, vous savez que j'aime bien les jeux. Pour cette première façon de trouver des idées, eh bien vous allez devoir citer le plus d'usages possible d'une brique en 1 minute. Et bien sûr, le but est d'être créatif. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Si vous avez dit construire un mur, eh bien votre pensée divergente n'est pas très grande. Mais si vous avez dit que vous pouvez vous servir de cette brique pour jeter sur des ennemis, ou bien comme marche-pied pour attraper un objet en hauteur, eh bien vous avez une bonne pensée divergente. C'est une première méthode pour trouver des idées en opposition aux attendus, à ce qui existe déjà. La pensée divergente est profondément liée à la dissociation. C'est un petit peu cette impression qu'on a quand notre esprit vagabonde de manière incontrôlée, comme en voiture quand on fait un trajet quotidien, ou le soir avant de s'endormir. Ce qui donne cette page blanche de pensée divergente, eh bien c'est le fait d'interrompre ce flot de pensée. Par exemple, lorsque nous jugeons nos idées, ce qui nous crée un certain blocage, qu'on ne s'autorise pas à avoir une pratique artistique plus libre, qu'on ne s'autorise pas le droit à l'erreur. Le rythme de nos vies modernes, avec le contrôle du temps, et surtout de la façon dont on l'utilise de manière non productive, de plus en plus présent, n'aide pas non plus aux pensées divergentes. Pour avoir de bonnes pensées divergentes, il faut généralement prendre le temps, s'ennuyer et laisser un petit peu son esprit digresser. Pour la pensée convergente, faisons un autre jeu. Prenez 3 mots de cette liste et votre but est d'essayer de trouver un point commun, un sens commun entre ces 3 mots. Puis recommencez et encore une fois, je vous laisse mettre pause. Donc, avec chat, échelle et arbre, vous aurez pu dire animal coincé. Avec échelle, feu et maison, vous auriez pu dire pompier. Avec cette deuxième façon d'être créatif, les idées émergent de ce qui existe déjà, en accord avec les attendus. Elle mobilise plutôt des compétences de réflexion et généralement toutes les théories de la création et de l'art viennent aider nos pensées convergentes. Ce qui provoque la feuille blanche de pensée convergente, eh bien c'est plutôt le manque de concentration. Ça peut être dû à des problèmes personnels ou bien des distractions extérieures. Et la fatigue n'aide pas non plus puisqu'on a vraiment besoin d'avoir une énergie réflexive. Vous pouvez trouver en description quelques études qui m'ont un petit peu aidé sur ces sujets, mais j'aimerais qu'on passe tout de suite à la critique de cette définition un petit peu de la créativité, parce que même si elle permet de cerner un peu ce qu'est la créativité, pour moi, il y a quelques problèmes. Déjà, la limite entre pensée convergente et pensée divergente est très floue. Pour l'expérience de pensée de la brique, on devait associer un objet à un usage. Finalement, faire une association de ces deux choses-là, c'est plutôt du ressort de la pensée convergente. Et d'ailleurs, on commence par dire construire un mur, on utilise vraiment de la pensée convergente. Dans ce cas-là, peut-être que la pensée divergente serait une pensée convergente originale. Et dans le second jeu, les mots n'ont pas tout le temps des sens communs qui sont évidents. Et donc, des fois, pour trouver des sens communs, on doit faire preuve de pensée divergente sur ces mots. Encore une fois, ça montre que les deux sont vraiment liés. Aussi, je pense que la pensée convergente et la pensée divergente ne sont pas des conditions suffisantes à la créativité. C'est pas juste trouver des idées, c'est trouver des bonnes idées originales. Si je veux faire une œuvre avec des chocs à pic et un avion en papier, je peux, et c'est faire preuve d'énormément de pensées divergentes. Pour autant, je suis pas sûr qu'on dira de moi que je suis une personne créative. On pourrait penser, et c'est un peu le cas, que j'ai pris juste deux choses au hasard. Pour être créatif, il faut que mon œuvre ait un intérêt, que ça soit de sens ou de sensation. Il faut que je puisse juger mon œuvre. Et ça, c'est pas un critère que prend en compte la pensée convergente et la pensée divergente. Et elles ne sont pas non plus nécessaires. Parce que le point commun qui est entre ces deux modes de pensée, c'est qu'il faut connaître un domaine. Soit pour pouvoir s'en extraire en opposition avec la pensée divergente, soit pour pouvoir être en accord avec ces tendances, avec la pensée convergente. Mais d'après moi, on peut aussi trouver des idées et créer soit de manière involontaire, être créatif involontairement, soit sans avoir les connaissances ou les codes d'un milieu, sans donc faire preuve de pensée convergente ou divergente. Passons au deuxième sujet, parce que la créativité existe grâce à l'expérience subjective, à la première personne qu'on a, autrement dit, grâce à la conscience. Un caillou, a priori, n'est pas pourvu de créativité.
Une expérience de pensée qui peut peut-être nous aider à mieux cerner ce qu'est la conscience, c'est le cerveau de Boltzmann. Pour résumer rapidement, si nous sommes dans un univers infini, ou si le temps de notre univers est infini, eh bien toutes les combinaisons possibles de matière sont probables. Donc, quelque part dans l'univers, il est obligatoire qu'il y ait un agencement de matière identique à celui de votre cerveau. Ce qui voudrait dire qu'il a les mêmes souvenirs, les mêmes sensations et les mêmes émotions. Bref, c'est vous. Ce cerveau a donc l'illusion d'être un humain et d'avoir eu la même vie que vous. En quelque sorte, il a rêvé votre vie. Boltzmann pose alors une question. Qu'est-ce qui est plus probable entre être un cerveau émergeant du néant un petit peu par hasard, en train de rêver cette vie, ou bien que cette vie soit réelle? Et d'après lui, la première option est bien plus probable, parce qu'elle impliquerait qu'il y ait qu'une sorte de conscience et non des milliers de milliards au même moment, à peu près le même endroit. Et tout ça dû à une suite d'événements un peu improbables. Autrement imagé, pour lui, il est plus probable qu'une tarte émerge du néant que 13 milliards d'années et d'enchaînements successifs donnent une tarte. J'espère bien comprendre cette expérience de pensée parce qu'il y a plein de versions un peu différentes. Celle-ci me paraît contenir un grand nombre de problèmes et je suis absolument pas d'accord avec elle. Je vais expliquer pourquoi. Déjà, le plus gros problème, ce sont les prémices. Un temps infini ne semble pas possible dû à la mort thermique de l'univers, et a priori, un cerveau a besoin d'énergie pour fonctionner. Et même si l'espace semble infini, et ça n'implique pas qu'il contient une infinité de matière. Et d'ailleurs, même si c'était le cas, eh bien, il pourrait contenir une infinité de matières identiques, une infinité de combinaisons identiques de matières. Pareil, si on avait un temps infini, l'univers pourrait boucler sur une infinité d'événements identiques. Bref, un univers infini ou un espace infini ne présume pas que toutes les combinaisons de matière sont possibles. Et donc non, il y a très peu de chances qu'il y ait un cerveau identique au nôtre quelque part ailleurs. On pourrait penser que ce cerveau est dans un autre univers, puisque a priori il rêve notre univers. Et il n'est pas à l'intérieur de ce rêve. Cet univers pourrait contenir un temps infini ou une infinité de combinaisons de matière. Mais c'est encore une fois un peu étrange. Pourquoi ce cerveau serait identique au nôtre s'il est dans un autre univers? Puisqu'a priori, toutes les lois de physique, et même le concept de cerveau, ça aussi c'est imagé, ça aussi ça fait partie du rêve de ce cerveau de Boltzmann. Bon, si on met de côté ces problèmes, imaginons qu'un cerveau de Boltzmann soit possible dans un univers semblable au nôtre. Eh bien, en réalité, ce cerveau serait forcément très différent du nôtre, puisque le nôtre n'a pas la capacité d'imaginer tout un univers avec des lois de physique cohérentes. A priori, quand on rêve, eh bien, on peut se soustraire aux lois, et les lois évoluent un petit peu dans notre rêve. Elles sont ni cohérentes, ni stables dans le temps. Donc, il faudrait un cerveau très différent du nôtre pour rêver de cet univers, et ça, rien ne prouve que c'est théoriquement concevable. Bon, mettons encore une fois que ça l'est, et de côté ces problèmes. Eh bien, je pense quand même pas que ce soit plus probable qu'on soit dans un cerveau de Boltzmann par rapport à dans la réalité. Les probabilités ne sont pas une prédiction sur l'avenir, elles sont un reflet de notre connaissance du monde actuel. Ici, j'ai un jeu de cartes, et a priori, j'ai une chance sur 52 de piocher l'As de carreau. Bingo! Maintenant, quelle est la probabilité que je pioche l'As de carreau? Bah, elle devient de 100%. Pourtant, rien n'a changé par rapport à avant, l'As de carreau est toujours sur le dessus du tas. Ce qui a changé, c'est l'information que j'ai sur l'ordre des cartes. Si nous avions toutes les connaissances de l'univers, on pourrait comprendre la chaîne de causalité qui a mené au monde d'aujourd'hui. Autrement dit, la probabilité que ce monde existe serait de 100%. Comme la probabilité de tirer l'As de carreau dans le deuxième exemple était de 100%. Et puisque nous n'avons pas toutes les connaissances, ça nous semble improbable, comme dans le premier scénario, où je ne savais pas la carte du dessus du paquet. C'est ce qu'on appelle être dans un monde déterministe, et dans ce contexte-là, ça n'a pas trop de sens de parler de monde probable. C'est qu'un reflet de notre manque de connaissances. Et a priori, il n'y a pas de raison que la chaîne causale ne puisse pas s'expliquer. Je précise rapidement que le déterministe est compatible avec certaines versions de la physique quantique, mais je ne vais pas détailler dans cette vidéo de 10 minutes. Voilà, j'espère avoir remis un peu les cerveaux en place, et surtout que cette vidéo vous a plu.